on en arrive à penser, en fait, que l'école a pour rôle de compenser les dégâts qui sont faits par la société. Parce que si on y pense, le chômage, l'école n'y est pour rien. Le terrorisme, l'école n'y est pour rien. C'est davantage l'organisation de la société. C'est l'économie capitaliste, c'est la ségrégation sociale, bon, toutes choses d'ailleurs auxquelles l'école contribue peut-être un peu. Enfin, c'est pas elle qui a la responsabilité majeure. Eh bien, on se demande si au fond, l'école ne serait pas un moyen de compenser tous ces dégâts. C'est ce que le sociologue Franck Poupeau, P-O-U, P-E-A-U, le sociologue Franck Poupeau appelle l'école de la remédiation. L'école de la remédiation, c'est une école dont la fonction prioritaire est de réparer les dégâts faits par le système capitaliste. Et au fond, c'est très pratique d'avoir l'école de la remédiation parce que ça permet à la société et à son système économique de ne pas se remettre en question. On a une école qui peut, mais qui doit, voilà, une école qui doit, qui est chargée de réparer le mal que le système économique et social fait. C'est ce dont témoigne un film qui a eu pas mal de succès quand il était sorti il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années même, je crois qu'il doit dater de 99 ou de 2001, quelque chose comme ça. Ça commence aujourd'hui. Alors ça commence aujourd'hui, un film avec Philippe Torreton qui raconte le quotidien. C'est presque comme un reportage en fait. C'est une fiction, mais ça se présente quasiment comme un documentaire, avec des témoignages face caméra par exemple. Enfin, bon. Un film qui raconte le quotidien d'un instituteur qui est directeur d'une école maternelle quelque part dans le Nord. Et on voit dans son quotidien qu'en fait, l'essentiel de son activité consiste, au-delà de la pratique pédagogique au quotidien, mais l'essentiel de ses préoccupations, de son activité et de ce qui l'épuise et de ce qui finit par miner sa vie, son couple, sa famille, qui mine son quotidien. L'essentiel de ses préoccupations, c'est en fait obtenir la gratuité pour la cantine d'une petite fille dont les parents n'ont pas les moyens de payer. Alors ça, il va aller à la mairie, il va aller dans les services sociaux parce que les parents ne savent pas s'en occuper. Alors c'est lui qui va faire pour les parents. Sa préoccupation, c'est d'aller chez les gens pour s'assurer qu'ils vont bien se lever le matin pour envoyer leurs enfants à l'école. Et confronté à la misère sociale, eh bien, il essaie de faire les petites choses que lui-même peut faire, c'est-à-dire pas grand-chose, mais suffisamment pour l'épuiser, pour essayer de résoudre les problèmes de la société. C'est des choses qu'on trouve alors de façon plus sympathique dans d'autres films. Par exemple, une série qui a eu pas mal de succès dans les années 90 en France, qui s'appelle L'Instit, avec Gérard Klein dans le rôle principal. L'Instit, c'est l'histoire d'un instituteur qui passe son temps en mutation, de poste en poste, et puis à chaque nouveau poste, il découvre un problème. Un problème qui en général n'a rien de scolaire. Mais voilà, alors c'est un gosse battu par ses parents, c'est un cas d'inceste, c'est une dispute entre deux familles. Voilà, bon, il fait face à un problème qu'on va appeler un problème social. Et puis, en plus de son travail d'instit, en bon héros, il va résoudre le problème. Alors là, on présente ça de façon positive. Mais on peut se demander s'il n'y a pas un certain malaise, en fait, quand on voit ce travail de l'instit. Est-ce que c'est bien son travail de faire tout ça? Est-ce que c'est bien son rôle? Et c'est révélateur d'une tendance à considérer que, oui, l'école doit, en plus d'enseigner, ou bien en enseignant, en tout cas, résoudre quantité de problèmes qui, en fait, ne sont pas réellement de son ressort. Donc, ce que Franck Poupeau appelle l'école de la remédiation. Alors, il y en a qui le disent très bien. C'est le MEDEF, par exemple, donc le mouvement des entreprises de France, le syndicat patronal, qui avait organisé, il y a quelques années, une campagne de communication qui dit les choses très, très clairement. Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail. Voilà, éduquer mieux, former toujours. Donc, s'il y a du chômage,
D'après le MEDEF, c'est parce que les jeunes sont mal formés, et si les jeunes sont mal formés, c'est à cause de l'école. Bon, là on a l'école de la remédiation qui est clairement présentée, affirmée et assumée par le MEDEF. Alors bon, le MEDEF a retiré cette campagne parce que finalement il l'a trouvé, enfin on leur a fait remarquer que c'était un petit peu agressif et que ça allait peut-être un petit peu loin. Mais le fait qu'ils y aient pensé, le fait qu'il ait lancé au moins cette campagne est assez révélateur de l'état d'esprit qui domine à ce moment-là. Une autre fonction de l'école, c'est l'orientation et la sélection. Ça va avec. L'orientation, la sélection, l'allocation des places sociales, l'ascension sociale, la formation, l'insertion professionnelle, on voit que tout ça c'est lié. L'orientation et la sélection, c'est assez nouveau. Alors, vous me direz, l'école, elle a toujours sélectionné. Oui, mais dans les années 1900, 1880, allez, on reprend l'école de Jules Ferry comme repère, l'orientation et la sélection, c'était un enjeu de distinction. C'est-à-dire que si l'école sélectionnait, c'était pour distinguer quelques élèves particulièrement méritants. On sélectionnait une élite. Le meilleur exemple, c'est le certificat d'études. Le maître ne présentait jamais tous ses élèves au certificat d'études. Il ne présentait que ceux dont il pensait qu'ils l'obtiendraient, le certificat d'études. Ce qui fait qu'on avait des taux de réussite qui n'étaient pas trop mauvais d'ailleurs. Mais le certificat d'études, c'était un exemple de sélection qui derrière d'ailleurs n'avait aucune autre conséquence que de pouvoir dire j'ai mon certificat d'études. Ça n'ouvrait pas forcément de porte, mais c'était une forme de sélection, mais une sélection qui n'avait pour seul enjeu que la distinction, et de pouvoir dire je fais partie d'une certaine élite. C'est dans le même esprit que les distributions de prix, par exemple, qui ont longtemps été à la mode. Les distributions de prix, ça permet de distinguer une élite. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'orientation et la sélection, ça ne sert plus à distinguer une élite. L'enjeu, ce n'est plus un enjeu de distinction, c'est un enjeu d'intégration. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sélectionnés, non seulement ils ne font pas partie de l'élite, mais ils sont même exclus de la société. Si on veut être intégré à la société, eh bien, il faut réussir à l'école. C'est-à-dire que l'échec scolaire est devenu synonyme de mort sociale. Donc les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Et le maître, aujourd'hui, il doit orienter, il doit sélectionner, mais il doit faire ça avec tous les élèves, et non plus seulement avec une petite élite. Et désormais, il doit le faire en assumant des enjeux particulièrement importants. D'autant plus importants qu'en France, ce que les sociologues appellent l'emprise du diplôme est très forte. L'emprise du diplôme, c'est l'influence en fait du diplôme sur la vie sociale. La vie sociale, dans tous les pays, dépend bien sûr du diplôme, mais en France, c'est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Donc, les enjeux de l'orientation et de la sélection sont beaucoup plus grands. Il faut comprendre que ça accroît énormément les responsabilités de l'école et des maîtres, d'autant que les publics sont beaucoup plus divers, donc c'est pas facile de sélectionner les gens et d'orienter les gens de façon juste quand on a un public très divers et très hétérogène, et l'échec, je vous l'ai dit, est interdit. On ne peut plus se permettre de dire à un élève, voilà, t'es pas fait pour les études, laisse tomber. Voilà. Ça, c'est une chose qui est devenue très difficile de dire, alors que pendant des décennies, c'était ordinaire. Oui, celui-là n'est pas fait pour les études, à 14 ans, il ira à l'usine, et puis voilà. La question ne se posait pas. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ce genre de choses. L'usine, de toute façon, ne recrute que des bacheliers. Alors, ça accroît fortement les responsabilités, et dorénavant, l'une des fonctions de l'école, c'est de lutter contre l'échec scolaire. Alors que l'échec scolaire, il était tout à fait admis dans l'école de la Troisième République, c'était un enjeu, la lutte contre l'échec scolaire était un enjeu qui était absent de cette école. Et je mets ça en relation avec le postulat d'éducabilité. L'idée que tout jeune est éducable et que l'école a pour rôle de le prendre tel qu'il est et de le faire progresser, ça va avec, c'est une obligation
de, euh, de lutter contre l'échec. Voilà. Donc ça donne des fonctions à l'école qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles à assumer. C'est d'autant plus difficile, on va rajouter une difficulté de plus, que la société actuelle, et par conséquent l'école, reconnaît de plus en plus la spécificité de l'enfant. La reconnaissance de la spécificité de l'enfant, il faut bien mesurer comment ça s'est construit historiquement. En fait, l'enfant a longtemps été considéré comme quantité négligeable. L'enfant, son rôle, c'était autrefois de suivre la famille. L'enfant, alors je vous renvoie là-dessus au livre pionnier de Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Philippe Ariès, c'est un livre déjà assez ancien, qui a une quarantaine d'années, et qui reste la référence sur la place de l'enfant dans la société. L'enfant devait suivre la famille, l'enfant n'existait que par la famille, l'enfant était l'héritier de la famille, il devait assumer son rôle d'héritier, et en tant qu'enfant, ce qu'il avait à faire, c'était surtout apprendre à obéir. L'enfant était réduit au silence, à l'immobilité, et la formule bien connue, c'est quand un enfant prend la parole à table, on lui dit « silence, tu apprendras à parler quand on t'interroge ». Voilà, l'enfant ne doit parler que quand on l'interroge. Et on lui apprend à se tenir, c'est-à-dire se taire. Bon, ça c'était la façon dont on considérait l'enfant autrefois. On est passé de cette situation à la situation de l'enfant roi. Alors là, j'exagère peut-être un petit peu, mais comme je l'ai exagéré pour l'autre exemple, mais il s'agit d'opposer ici, donc on caricature forcément un petit peu. En fait, l'enfant d'aujourd'hui, c'est le centre d'intérêt majeur de la famille. En fait, c'est pas l'enfant qui existe par la famille, c'est la famille qui existe par l'enfant. La famille existe parce que l'enfant, parce qu'elle a des enfants. Et la famille se construit autour de l'enfant. Je vous renvoie là-dessus au livre qui est paru aux presses universitaires de Rennes il y a quelques années, de Daniel Dagenet, D-A-G-E-N-I-S, de Daniel Dagenet, La fin de la famille moderne. Et dans ce livre, Daniel Dagenet explique comment s'est construit ce nouveau paradigme familial où l'enfant est accepté et reconnu comme une personne autonome, une personne qui a ses richesses propres, une personne qui a même ses droits, les droits de l'enfant, ça c'est une nouveauté. La Déclaration internationale des droits de l'enfant date de 89, donc elle entérine une évolution. Il n'empêche que, voilà, il a fallu du temps quand même. Quand je dis 89, c'est évidemment pas 1789, c'est 1989. Donc elle a 30 ans, la Déclaration des droits de l'enfant. L'enfant n'est plus perçu seulement comme un être inachevé. Vous savez, l'enfant, on pourrait dire, c'est un adulte imparfait. Eh bien non, l'enfant n'est pas un être inachevé et imparfait, l'enfant est un individu, à part entière. Et un individu à part entière, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit s'exprimer, et ça doit s'épanouir. L'enfant, il a le droit à l'épanouissement. Eh bien ça, c'est nouveau. Et ça correspond assez bien au développement d'une société constituée d'individus. L'individualisation de la vie sociale existe aussi à l'échelle de l'enfant. Et ça veut dire que dans une société d'individus, qui ne serait plus seulement une société organisée en fonction de l'État, organisée en fonction de la nation, mais organisée d'abord en fonction des individus qui la composent, dans une société d'individus, le rôle de l'école, ce n'est pas de rendre tout le monde patriote ou même citoyen. Le rôle de l'école, c'est de permettre à chacun, mais à chacun, j'insiste sur le mot chacun, séparément des autres, c'est de permettre à chacun de construire son parcours et non plus de rentrer dans un moule préétabli. Donc, il faut inventer une école faite pour les individus. Et ça, alors François Dubay a beaucoup écrit là-dessus, je vous renvoie toujours à ce sociologue qui a écrit des choses très intéressantes sur l'école des individus. Mais ça, c'est aussi une nouveauté qu'il faut que l'école assume. Et elle doit d'autant plus le faire qu'elle ne scolarise pas seulement des enfants. Aujourd'hui, l'école scolarise
des adolescents.